Bonjour à tous. Donc, nous avons un panel avec un nom assez long. Chatbot, assistant conversationnel, reconnaissance vocale, IoT et domotique. Nous avons l'intervenant qui va nous rejoindre dès qu'il pourra. On va quand même néanmoins essayer de tenir les temps. Et tout simplement, pour commencer, je voudrais demander à chacun, en commençant par Jean-Luc Dormois, de présenter à la fois l'identité, la photo d'identité de leur entreprise, leur activité, et puis brièvement dire qu'est-ce qu'ils vendent à quel type de client. Ok, on a des slides là ou voilà, pas tout de suite? Ça devrait arriver. Ça devrait arriver. Donc bonjour Jean-Luc Dormois. Alors moi aussi j'ai une double casquette comme Antoine courait précédemment. Je fais partie du Hub France Intelligence Artificielle, mais je suis ici au nom d'une des sociétés que j'ai fondées qui s'appelle Vesta Systems et dont je vais un peu parler. Puisque là on parle d'Internet of Things ou d'agents conversationnels locaux lorsqu'on parle de SNIPS. Je voudrais montrer que ce qui a peut-être été implicite jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'on a des grands ensembles de données qui sont soit les données de l'Internet, ça on n'en parle pas beaucoup parce que c'est les GAFA, les BATIX, et puis on n'a pas ça ici, soit les données des grandes entreprises, voire avec l'IoT des données qui arrivent en masse et qui sont elles-mêmes centralisées et sur lesquelles on fait à nouveau du big data. Je voudrais montrer qu'on va faire autre chose. Ça c'est la première chose. Donc on va avoir non pas des grands systèmes d'intelligence artificielle qui régissent énormément de choses, ou des process des entreprises, mais des systèmes par millions qui vont concerner chacun de nous. Le deuxième point que je vais montrer, c'est à ce moment-là, qu'est-ce que ça change du point de vue du business. Et là, on va plus être dans l'échange de vos belles données contre quelques colis fichets, services, pour pouvoir les exploiter indûment de différentes façons, en particulier pour vous pousser de la publicité. Puis ensuite, la troisième chose, c'est on va voir en quoi ça va éventuellement, là c'est pas encore fait, changer beaucoup de choses sur la façon dont nos systèmes industriels et autres fonctionnent aujourd'hui. Alors la photo que vous voyez là, c'est une réalisation qu'on a faite avec un promoteur innovant qui s'appelle Elitis. Elle est issue d'un des reportages qui a eu lieu sur TF1, France 2 ou RTBF, on en a eu plusieurs. Journal télévisé, c'est une tour à énergie positive et même qu'on appelle à facture négative. En réalité, c'est un bâtiment autonome comme il y a des véhicules autonomes. Donc elle est conçue pour ça, avec les bonnes qualités, mais en plus, il y a de l'intelligence à l'intérieur que donc Vesta Systems a fait pour piloter tous les éléments. Est-ce qu'on peut voir le slide suivant? Celui-là, voilà. Alors ça, c'est l'interface qu'a l'utilisateur. En fait, le système d'intelligence, c'est un système prédictif, anticipatif, qui apprend comment fonctionne le bâtiment et qui apprend comment fonctionne l'utilisateur, pourvu que l'utilisateur consente à fournir ces données au système. Alors du point de vue de la vie privée, on est extrêmement strict. Par contrat, ces données ne sont fournies à personne, même pas à l'utilisateur lui-même. Parce qu'on a un peu réfléchi, les problèmes de vie privée, c'est aussi dans le cercle privé, et on ne veut pas être attaqué pour des raisons de divorce. Donc cet utilisateur indique ses souhaits généraux, et puis, ayant appris, le système gère l'ensemble. Il s'avère que le système, la tour possède également de la production d'énergie, et les revenus de la production d'énergie sont distribués entre les occupants. Cette tour est réelle, hein, elle est occupée par des gens heureux, semble-t-il, depuis plus d'1 an. Donc les revenus, et on le voit dans l'interface, sont distribués aux occupants et viennent contrebalancer les coûts de l'énergie. Ce qui fait qu'on peut avoir une facture qui est négative. C'est-à-dire que l'énergie est devenue un revenu pour les gens. On a donc la possibilité aujourd'hui technologique, dans le neuf au moins, d'avoir ce niveau d'efficacité énergétique. Au pire, lorsque les gens ne font pas très attention, ils dépensent à peu près 80 € par an pour un 3-4 pièces, c'est-à-dire 6-7 € par mois. Donc on est d'ailleurs déjà, on le voit tout de suite, à des niveaux d'échange monétaire qui pourraient changer le mode de paiement d'énergie. En réalité, ce n'est pas l'énergie qu'on achète, c'est un service de confort, vie agréable, et on pourrait
en faisant un peu de foisonnement, vendre ça à un coût fixe, comme l'Internet aujourd'hui. Bon. Merci Jean-Luc. Tu auras alors j'aurai d'autres occasions après de revenir sur les conséquences de ça. Dans quelques instants. Maintenant, on va passer à un beaucoup plus grand acteur, peut-être pour l'instant, qui est la société Legrand, avec Enrico Valtolina, qui va nous parler en anglais, mais il acceptera dans la suite les éventuelles questions en français. Oui, merci à vous tous. Je préfère de le faire en anglais, parce que autrefois, je peux rester ici beaucoup de temps. Merci. Let me switch in English. Really, thanks to Jean and Thierry to give me the possibility to be here and speaking in English. That's very better for me. So, what about Legrand? Myself, I'm Enrico Valtolina, and I work in the innovation department of Legrand Group. Legrand, I think that it is very well known here in France. Let's have a look on the main figures, the first slide, if you can. Not the first one. Okay. Here in the slide, you can see some figures only to be clear about the dimension of the group. We are something like 5.8 billion euro group with a worldwide footprint, 33,000 employees, if I remember well, and we sell our product in something like 90 countries. So very global footprint. We are the worldwide specialist in design and development of product device. We are device maker. And the devices that we developed worldwide with R&D department placed in France, Italy, China, India, Brazil, United States, and so on, is developed in order to let our main customer, that are the installer, build up the digital and electrical network of any kind of building. So thanks to our products, the electrical installer can bring electricity in any kind of building like this one, like our house, like an hospital, an hotel, an airport, and so on. Very huge catalog, something like thousands and thousands of different devices, and obviously all these devices are built up using the best technological solution that exists today. One of the technology that we are using, we used and we are more and more using nowadays is artificial intelligence. So in the next few minutes, I will try to go a little bit in details about how we are using artificial intelligence, which kind of devices we have already on the market that leverage artificial intelligence. Thank you. L'autre acteur qui va nous parler maintenant, c'est Luc Tronsler de Ibenta, qui est une société moins connue, donc, oui. Je crois. Donc expliquez-nous bien la spécificité de votre activité. Merci Jean. Je suis Luc Tronsler, directeur associé d'Inbenta France. Chez Inbenta, on crée depuis depuis 14 ans, donc depuis 2005, des chatbots pour les entreprises. Alors on parlait avant d'agents virtuels, mais voilà, le nouveau buzzword depuis 3 ans, c'est chatbot, donc on dira chatbot. Aujourd'hui, il faut savoir que les chatbots, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ces petits robots en bas à droite sur les sites web qu'on voit de plus en plus et qui visent à répondre automatiquement et immédiatement aux questions, doutes que vous pouvez formuler en langage naturel. On les retrouve également sur Facebook Messenger, sur les applications mobiles. Aujourd'hui, c'est 300 grands comptes qu'on accompagne, 1 million de conversations chaque jour qui sont analysées. Vous voyez à l'écran, on est très présent notamment dans le milieu banque et assurantiel. Vous avez donc peut-être déjà conversé avec un de nos bots bancaires répondant au joli nom de Elliott, par exemple, chez Boursorama Banque, Telmi, chez BNP Paribas, ou encore Caro, chez Crédit Agricole.
Chez Inbenta, on reste quand même convaincu que les chatbots, c'est aussi et surtout en fait une histoire encore d'humain. C'est pourquoi on a fondé notamment l'an dernier, tu peux passer la slide suivante Jean, la Inbenta Academy, qui est en fait une académie qui vise à former les gens au nouveau métier de botmaster, merci, qui est voilà, éleveur de bots en français, qui vise à donc faire monter en compétence les personnes sur la prise en main de ces nouvelles technologies. Donc voilà un métier qui a été créé par l'IA, c'est bien je pense de le souligner. Et je finirai avec une dernière innovation qu'on a sortie tout juste la semaine dernière, elle est toulousaine cette innovation. C'est une expérimentation sans prétention pendant 6 mois qui va consister à inviter le robot que vous voyez derrière moi qui s'appelle Linby, qui a été créé à Limoges, 100% français, pour qu'il puisse répondre aux questions des visiteurs de l'agence, exactement comme on le fait déjà en fait sur les sites web, mais là dans la vraie vie. C'est une expérimentation qui vise à mesurer différentes dimensions. Une première dimension déjà technologique. Vous voyez, le robot il n'a pas de tablette sur le torse, contrairement à Pepper ou à d'autres robots. L'idée est vraiment d'avoir une interaction comme on a nous entre hommes, c'est-à-dire avec les femmes bien sûr, c'est-à-dire langage vocal et langage corporel. Donc un grand défi technologique. Et une deuxième dimension que je trouve également très intéressante, c'est la dimension qu'on va tester, qui est l'acceptabilité ou non des robots auprès des Français, des visiteurs de l'agence. C'est un sujet qui est très passionnant. Merci Luc. Nous allons passer maintenant à un autre point. On est ici pour parler d'IA. Donc je vais demander à chacun quel type d'intelligence artificielle il met en œuvre. Bon, il y en a beaucoup de sortes, vous avez déjà vu. Mais il y en a des anciennes, des nouvelles, il y en a des profondes, des superficielles. Et donc, Luc, je vous redonne la parole. Vous avez en fait un long passé, et je crois une technologie assez originale dans vos produits. Donc, oui. Nous écoutons un sujet. Donc, juste pour placer un peu notre positionnement dans la chaîne de valeur, on va parler donc des assistants vocaux. Je ne vais pas parler du robot. Quand on pose une question à un assistant vocal, il y a 3 briques d'IA qui vont s'exécuter. Une première brique qui est la reconnaissance vocale, donc je traduis la voix en texte. Une deuxième brique qui prend ce texte et qui essaye de comprendre le sens de ce texte pour pousser une réponse. Donc c'est la partie traitement automatique du langage. Et une dernière brique qui est la synthèse vocale, elle prend la réponse et elle essaie de la vocaliser. Donc cette dernière brique, elle est aujourd'hui très mature, ça fait longtemps dans les gares qu'on entend cette jolie voix synthétisée. Nous, Inbenta, on se situe au niveau de la deuxième brique, donc traitement automatique du langage, NLP en anglais, Natural Language Processing, qui a 2 sous-couches. Il y a la couche NLU, Natural Language Understanding, et NLG, Natural Language Generation. Pour faire très simple, je vais vulgariser. NLU, l'idée c'est comment ça fonctionne aujourd'hui. Quand on reçoit la question, le bot il va chercher dans une base de réponses préécrite, préformatée, quelle est la réponse qui exprime le même sens, et elle va faire le rapprochement sémantique. On parle de matching sémantique. On fait beaucoup, je disais, de bots bancaires. Donc à la question, par exemple, comment faire du rachat de crédit, on va pouvoir remonter la question, comment faire du regroupement de prêts. Rachat de crédit, regroupement de prêts, ce n'est pas les mêmes mots-clés, mais ça porte le même sens. Aujourd'hui, moi, je ne connais pas de bot sur le marché qui est capable à la volée de créer des réponses à partir de données brutes et non structurées, ce qui serait la partie NLG, Natural Language Generation. Aujourd'hui, c'est vraiment, que ce soit le bot de Google ou n'importe quel type de bot, des réponses préformatées qui ont été faites par l'homme. Et donc, par rapport à l'approche, aujourd'hui, c'est peut-être ça dont tu disais qui est original, l'approche qu'on a nous aujourd'hui pour concevoir cette brique de NLU, de compréhension du langage humain, il y a souvent 2 approches qui s'opposent. On en a beaucoup parlé aujourd'hui. Il y a les approches symboliques et les approches plutôt donc machine learning. Il y a eu un très bel exposé ce matin avec Facebook sur la définition de ces 2 approches. Je vais juste le faire en très bref pour ceux qui n'étaient pas là ce matin. L'approche symbolique, elle va consister à en fait, apprendre à la machine avec des règles, comme nous à l'école avec le Becherel, et les règles de conjugaison, on va apprendre le français avec les règles. C'est une méthode qui est très robuste, mais qui peut avoir des limites. Des fois, quand on veut conceptualiser certaines choses, on ne peut pas tout conceptualiser avec des règles. Et à côté, on a l'approche donc plus machine learning, où là, l'idée, c'est avec aucune règle, mais avec beaucoup de données, la machine va apprendre. On va lui donner donc des exemples. Tiens, pour telle question, tu remontes cette réponse. Pour telle autre question, avec telle formulation de mots-clés, tu pousses telle réponse, etc., etc. Donc des milliers de coupes questions-réponses. La machine, elle va apprendre donc, avec son système de réseau neuronal artificiel sa propre logique.
une logique qui sera intelligible pour l'homme, une fameuse boîte noire, c'est un peu l'inconvénient, mais on pourra arriver avec cette méthode-là à conceptualiser des choses qu'on n'arrive pas à conceptualiser avec l'IA donc symbolique, l'approche un peu plus traditionnelle. Et donc chez Inmenta, du coup notre approche, nous historiquement elle est plus symbolique, on travaille avec des linguistes informaticiens pour ça. Mais la techno vient d'où? C'est une techno propriétaire qu'on a développée donc avec des linguistes qui s'inspirent d'une théorie qui est la théorie sens-texte de Meltchouk, théorie utilisée pendant la guerre froide pour traduire du russe à l'américain. Petite parenthèse. Donc on est parti sur cette approche-là, déterministe, et au fur et à mesure, aujourd'hui je disais, on a 1 million de conversations chaque jour, donc c'est beaucoup de données qui sont en plus labellisées. Ce serait dommage de ne pas s'en servir pour faire de la probabilité, pour faire du machine learning. Donc aujourd'hui on a une approche plutôt hybride, on a recruté donc des data scientists, et on a donc cette double approche dont faisait notamment l'éloge Nicolas Hacher ce matin dans le cadre des 3 IA avec le projet Anity de Toulouse, une approche qui vise à concilier les deux approches qui sont au final aussi l'approche que nous humains on a suivie. C'est-à-dire que quand on est né, à l'âge de 3 ans, on a appris à parler le français sans aucune règle, mais après on est allé, de force ou pas, à l'école pendant 15 ans pour, avec des règles, consolider, structurer cette connaissance pour plus facilement après apprendre d'autres notions, qui est l'écriture, qui est la lecture et qui est également d'autres langues. Merci. Bien, chez Legrand, donc vos intelligences artificielles, je suppose qu'il y a beaucoup de chantiers, viennent d'où et sont de quel type et comment vous les diversifiez d'un produit à l'autre actuellement et dans le futur? Well, the question, which type of artificial intelligence we use, I can reply in a very simple way, the best that exists today. Because we are not software developers. We are not experts in the domain, specific vertical domain of the artificial intelligence. We are users of what today exists. We don't want to reinvent the wheel. We don't want to do something that in reality will be done better by, for example, a company like Ibenta, or in any case, a company software provider in that vertical domain. What we have done using artificial intelligence, or let's say our relationship with artificial intelligence started a long time ago, I have to say, more than 15 years ago. At that time we started investigating what was on the market with a very limited budget, very limited resources, only to have a survey. So to understand what's going on and when the technology was ready for bringing value to our market, to our products, and so to our customer. It was a long journey, and today we have on the market several products, many products that embed the artificial intelligence. We decided to have 2 different approaches, also for better explaining internally to our internal colleague and to our internal people how we use the artificial intelligence. We decided to subdivide our approach in 2 main clusters. One, we call it artificial intelligence as a services, and the second one is artificial intelligence by design. What we call with the name AI as a services is all the situation in which our products can get benefit from AI algorithm placed, developed, and available on the market, developed and available by someone else, by for example, our partners. An example is our connected devices, mainly the one that we sell for the residential market, are almost all these connected devices are compatible with the virtual assistant of the famous GAFA, so Google Home, Alexa, Siri, and so on. Why? We call it AI as a services because our offer is using as a services the AI provided by something else. Why we decided to go in this direction? Obviously pushed by the market. It is very basic because our customer asked us to provide a new user experience based on vocal interaction for managing the house.
And today we have on the market several products that are compatible with, that can be managed vocally using Google Home, Alexa, and Siri. The other approach, AI by design, means for us the development of AI tool, AI algorithm, that has to be embedded in our offer, natively embedded in our offer. An example, we have just launched in China, for example, an external unit, video door entry system external unit with face recognition, and face recognition is computer vision, is artificial intelligence. We have just launched for the Italian market a chatbot, no? A virtual assistant, customer virtual assistant, that is helping our customer to during the phase of post-sales. So every time our customer have an issue with our products, the first or one of the first entry point that our customer have is a virtual assistant that try to understand the issue and try to help. Merci Enrico, je vous repasserai la parole pour parler tout à l'heure des aspects de sécurité, de confidentialité. Vous pourrez expliquer en particulier ce que ça veut dire dans ces différents produits. Jean-Luc, dans ta vie, tu as fait beaucoup d'intelligence artificielle, tu en as croisé beaucoup, et laquelle est mise en œuvre dans ce nouveau projet? Est-elle propriétaire? Est-elle venu d'ailleurs? Je ne veux pas vous faire un cours. Bon, en réalité, pour faire ce genre de choses, on a plusieurs problèmes à résoudre, et pour chaque problème, on a plusieurs techniques possibles. Donc il faut qu'on apprenne le comportement du bâtiment. Il y a des vieilles techniques qui ne sont pas classées comme de l'IA, qui consistent à avoir des modèles physiques qu'on calibre. Ça ne marche pas très bien. Parce que même si on avait un BIM, ce qui était le cas pour cette tour, mais ce qui n'est pas le cas en rénovation, ces modèles ne marchent pas très bien parce que la tour ou le bâtiment n'est pas vraiment construit selon le modèle. Le modèle n'est pas correct. Et les gens qui ont essayé ça d'un point de vue commercial se sont souvent plantés. Donc on utilise autre chose, qui sont des choses moins précises, qui sont ce qu'on appelle des équivalents électriques des modèles. On peut faire encore autre chose, on peut utiliser du machine learning tel qu'on le fait aujourd'hui pour construire les modèles physiques. Pour ce qui est du comportement, là aussi, et je ne vous dis pas ce qu'on utilise. Pour ce qui est du comportement, on a à peu près tout essayé. Pour ce qui est du comportement des gens, il y a plusieurs modèles possibles. Il y a un certain nombre de recherches qui existent sur le sujet. On peut utiliser du bayésien, on peut utiliser des chaînes de Markov pour essayer de voir, étant donné que les gens ont fait un certain nombre de choses, qu'est-ce qu'ils vont faire après, apprendre ce genre de choses. Et on peut aussi utiliser, mais là il faut éventuellement labelliser les données, et là c'est un peu plus compliqué, parce qu'en général on est dans un cadre non supervisé, également une autre méthode auquel on peut, enfin genre réseau de neurones, pour faire ce genre de choses. Ensuite, une fois qu'on a appris le comportement des gens, il faut être capable de piloter. Et alors pour piloter, il faut à la fois faire un petit peu d'anticipation grâce au machine learning, et puis également faire, tenir compte d'un certain nombre de contraintes. On peut avoir par exemple des contraintes de prix. Le prix de l'énergie n'est pas toujours le même. On peut avoir des contraintes hautes qui sont que, par exemple, on fait du power capping, c'est-à-dire que si on a une contrainte sur la puissance appelée, on ne peut pas dépasser cette puissance parce que sinon on a des pénalités ou tout bêtement on fait sauter le disjoncteur. Donc il faut être capable de tenir ces contraintes. Alors pour faire ça, il y a différentes techniques qui existent. Je vous réfère à des travaux qui ont eu lieu par exemple sur les microgrids, où on peut utiliser par exemple des systèmes de contraintes qui permettent de faire ça en discrétisant le temps et en ayant donc la possibilité de construire un plan sur une période dans le futur relativement modeste. En réalité, on fait, nous, je ne vous dirai pas exactement quoi, mais on fait quelque chose d'intermédiaire qui est que, grosso modo, avec une combinaison d'un certain nombre de ces méthodes, on fait un plan et ensuite le plan, on est capable, lorsqu'on le joue, de le corriger en fonction des événements. Par exemple, on a pris en compte la météo. Si la météo n'est pas celle qui est prévue, on est capable de le prendre en compte. Et enfin, le dernier point, c'est l'architecture. Dommage que la personne de Snips ne soit pas là, parce qu'on a des gens qui font des chatbots, je ne sais pas comment ils marchent, mais pardonnez-moi, mais la vision de Snips, c'est justement de faire des agents conversationnels qui ne sont pas dans le cloud, donc de faire un Alexa qui n'envoie pas vos données dans le cloud, qui reste local. Donc nous on fait ça, bien évidemment, parce qu'il est hors de question, si la connexion Internet ne marche pas, qu'il n'y ait plus d'énergie, qu'il n'y ait pas de chauffage, qu'il n'y ait pas d'eau chaude, qu'il n'y ait pas de je sais pas quoi, qu'il n'y ait pas de lumière. Donc le résultat de l'apprentissage et de l'exécution de ces plans est fait de façon locale.
Mais pour des raisons, pour l'instant, de puissance de calcul, il y a un certain nombre de choses qui restent faites dans le cloud. Donc on a en fait une architecture, on fait ça depuis quelques années, on ne savait pas que ça s'appelait comme ça, on fait en fait du edge computing, quoi, mais sans le savoir, quoi. Merci. Donc tous les trois, et puis aussi SNIPS, évidemment, vous êtes dans la vie quotidienne des gens, à proximité, vous êtes à 1 mètre des gens, ou les gens sont à 1 mètre de vous. Donc les questions à la fois réglementaires, et puis les questions aussi de vie privée. Est-ce que c'est important dans votre business? Comment vous les abordez? Enrico, si vous voulez bien. Yes, we are totally obsessed by these kind of things. Also because if we take the example of our residential offer and we speak about connected objects placed within the house that send data in a cloud, not in the edge, that not remain in the within the wall of the apartment but send data in a cloud, it's really, this brings a very key consideration. If this data is stored later, for example, in our cloud, in the cloud of Legrand, means that Legrand have access to a sort of holy area, sacred area, that is the area of the living daily life of a family. So we start from this. We really started years ago from this. We are cautious of this, and for this reason we invest really a lot of money. I have to tell you, a lot of money. We invested and we are investing a lot of money in order to be sure to do our best for protecting this kind of data. Really protecting. We have a lot of activities internally of our group. We have defined policy procedures that all our entities, all our departments, also the peripheral one, must follow. We for sure we push the standard approach of cyber security and privacy by design in all our R&D departments. It's a sort of it's a must. We have certified almost all our connected object ISO 27001. That is not so negligible to have a certification like this one, and the offer that is not yet certified is ongoing to be certified. And we perform obviously penetration tests frequently. Every time that we have there could be a risk, we start proceeding penetration test, risk analysis, and so on. So really, we invest a lot, and we do obviously our best. Moreover, to link my speech with the one of Jean-Luc, we are really investigating a lot AI in the edge. One of the reasons, because we are more and more using AI in the edge, are also for the cybersecurity one and data privacy one. Also for user experience use cases one, because the more the AI engine is closer to the building, the better it is for providing the use cases. But also because in this way the data remain within the apartment. Merci. Luc, le chatbot et la vie privée et la réglementation. Et la réglementation et le RGPD, alors, nous c'est plus que critique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas signer aujourd'hui de contrat si on n'est pas RGPD compliant. Donc je vais être honnête et transparent, en 2017, avant donc le RGPD, dans notre roadmap, on n'avait pas du tout pensé à inclure des sujets autour de la confidentialité. On était plus parti sur certaines features assez cool et différenciantes, mais voilà, la réglementation oblige, donc on a fait ce qu'il fallait, parce qu'encore une fois, sans ça aujourd'hui, donc on peut pas vendre. Et en ce sens-là, après coup, c'est une très bonne chose, au final, donc ce soit donc tous ces sujets autour de la portabilité, de la confidentialité, se soient formalisés via donc une réglementation, car ça a forcé tout le monde donc à se mettre à niveau. Et quand on parle souvent de l'IA, nous, notre technologie, on a souvent des peurs qui expriment donc la population en général, qui sont des peurs non pas sur les technologies, sur l'innovation, qui sont pour moi des choses belles, mais en effet sur leurs usages. Et donc c'est en ce sens-là où le RGPD a été une très belle avancée, parce qu'elle a permis de réguler un peu plus cet usage et de favoriser davantage donc cette acceptabilité.
Peut-être un next step pourrait être de faire un équivalent autour de l'éthique. On en a beaucoup parlé aujourd'hui. Chacun y va de sa propre initiative avec les chartes éthiques, les recommandations, que ce soit les GAFA, que ce soit la Commission européenne. Mais si on veut vraiment rentrer dans le dur, comme ça a été le cas avec la confidentialité et le RGPD, il faudrait qu'on advienne à un label ou à une réglementation. Autrement, pareil, sur ce sujet-là où il y a beaucoup de buzz aujourd'hui, on n'avancera pas et demain, les gens mettront dans leur PowerPoint, tout comme ils disent qu'ils font de l'IA aujourd'hui, ils diront qu'ils seront éthiques compliant. Mais voilà, s'il n'y a pas d'audit, s'il n'y a pas de réglementation, ça c'est un autre sujet, je pense, sur lequel il faudra rapidement essayer de réguler, mais réguler bien sûr par l'expérience, sur des cas d'usage bien entendu, pas à partir d'une feuille blanche qui pourrait bloquer l'innovation. Jean-Luc, comment les gens s'échauffent Pas avec les ordinateurs, parce que chaque appartement a son serveur, c'est un tout petit serveur donc qui ne chauffe pas beaucoup. Donc on parlait des données là. Oui. Bon. Donc comme je vous l'ai déjà indiqué, les données restent privées, y compris pour les gens eux-mêmes. Il y a une raison de fond. Alors, par ailleurs, sur la sécurité, actuellement, on a fait appel à des gens dont c'est le métier, hein, qui sont en train de nous attaquer de toutes les manières qu'ils peuvent pour verrouiller le système. Mais il y a une raison de fond pour laquelle notre contrat très ferme sur la privacy, sur la vie privée, garder les données privées, peut être cru, c'est qu'on ne gagne pas notre argent grâce aux données, vraiment. On gagne notre argent parce qu'on insère une intelligence dans un échange qui est « j'échange de l'énergie ou un service contre de l'argent ». D'accord ? Bon. Et d'ailleurs, ça a des conséquences, peut-être qu'on va en parler après. Hein. C'est-à-dire qu'on a localement, même pour chaque appartement, ou pour la tour, ou pour les différents immeubles qu'on équipe maintenant, et même en rénovation, cette intelligence locale qui pourrait être utilisée par d'autres. Et donc ça pose aussi la question, peut-être qu'on va y venir après, de qu'est-ce qu'on est capable de publier ? Parce qu'effectivement, cette intelligence locale, ou ces données locales, on pense souvent à ça, elles pourraient être intéressantes pour d'autres, en particulier pour le système électrique, ou pour la ville, pour la smart city, pour les voisins, pour je ne sais pas qui. Eh bien, on va y venir après. Nous, ce qu'on pense, c'est que ce qu'on va publier, en réalité, c'est ce rapport entre l'argent et l'énergie, qui est le truc classique qu'on fait pour l'énergie. Ce serait la même chose probablement dans les transports ou ce genre de choses. L'autre point, c'est que l'intelligence locale, c'est une vraie intelligence. Donc au lieu de Internet of Things, on devrait dire maintenant Intelligence of Things. Et en particulier, on est prédictif. Le système visuel humain, il est capable de voir légèrement dans le futur, 1 à 2 dixièmes de seconde. Hein. Quand vous voyez la balle dans votre raquette que vous êtes en train de frapper sur le service adverse, c'est pas vrai, vous ne voyez pas la balle, c'est une image construite par votre cerveau. La dernière image qui a été traitée par le cerveau, c'était quand la balle passait le filet. Bon, évidemment, l'évolution nous a dotés de ce système parce que quand on court après un mammouth ou qu'on court devant un mammouth, c'est mieux comme ça. D'accord ? Donc la vision est légèrement prédictive, ce qu'on n'a pas d'ailleurs souvent dans les systèmes d'IA encore. Hein. Ben, notre système, il est légèrement prédictif au sens de l'énergie, c'est-à-dire il est capable de voir à peu près ce qu'il va faire et comment vont être les choses dans les 24 heures. Et donc c'est ça qu'il serait capable de publier. Il ne va pas publier le fait que vous prenez la douche à telle heure ou je ne sais pas quoi. Il va publier ce rapport entre, je ne sais pas si le slide tu peux le montrer, ce rapport entre l'argent et l'énergie pour les 24 heures à venir. En fait, ce qu'il va dire, et ça ressemble beaucoup à ce que les gens espèrent dans ce qu'on appelle des marchés parfaits ou ce genre de choses, où on aurait un prix qui synthétise toute l'information de tous les acteurs qu'il y a autour et qui aboutirait à un comportement, on serait capable de publier ce comportement. C'est-à-dire de dire... Voilà ce que je vais faire. Si j'étais le prix de l'énergie, alors mon comportement va être celui-là. D'accord ? Voilà. Donc ça, c'est plus une réflexion pour l'avenir. Je pense que c'est vraiment important d'avoir une réflexion là-dessus. Je pense qu'on en est vraiment au balbutiement, de se dire, toutes ces données-là, on va soit les centraliser, soit y accéder par une infrastructure. Ça me paraît un peu naïf, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais évidemment, le problème, c'est que la vaste infrastructure, par exemple, du système électrique qu'on a autour de nous, n'est pas capable de tenir compte de ça. Je peux résumer encore de façon beaucoup plus simple. Je pense que dans cette tour, on a plus de puissance de calcul que dans tout le réseau électrique de Strasbourg. Il faudrait l'utiliser. Merci.
Pour terminer, le thème de la conférence est une nouvelle puissance et des aspects géostratégiques aussi. Comment vous vivez le développement de vos activités dans un monde tel qu'il est, avec les GAFA, la Chine, des partenaires concurrents gigantesques? Comment vous voyez votre développement dans ce cadre-là? Ce que notre conférencier absent appelle le vortex terrible de ces GAFA, qui en plus se font de la concurrence entre eux, donc ce qui accélère encore les choses dans le tourbillon. Si vous voulez bien expliquer vie ou survie dans ce monde. Je vais faire ma vision à moi, donc, qui est celle donc, de ce monde des chatbots, qui est, donc, je disais, devenu assez concurrentiel depuis 2016. On a désormais en effet en face de nous Dialogflow de Google, Louise de Microsoft, Watson d'IBM ou plus récemment Einstein de Salesforce. Quand on regarde le marché aujourd'hui des chatbots, ceux qui arrivent à être en plus forte croissance, ce sont ceux tout simplement qui se spécialisent. On a des entreprises qui font des chatbots sur l'aéronautique, des chatbots sur la banque, des chatbots sur la santé. Je pense à Bot Design sur Toulouse. Donc c'est peut-être naïf comme réponse, mais la solution a toujours été là, c'est des règles de base de stratégie. On parle de la stratégie de l'océan bleu, de se spécialiser sur des niches difficilement imitables, où en effet on va pas, pour faire face à Google, typiquement pas se mettre face à lui, mais essayer de trouver justement une niche. Et je me rappelle, il y a quelques années, quand je faisais des courses sur le marketing en ligne, j'avais suivi vraiment le business case de Snapchat. Et quand Snapchat était arrivé sur le monde des réseaux sociaux, qui était déjà plus que chargé, Facebook avait déjà 1 milliard d'utilisateurs, personne ne le voyait comme étant un challenger. Et au final, voilà, en se spécialisant sur une niche qui était dans le cadre de Snapchat, la dimension éphémère, qui n'est pas du tout dans l'ADN de Facebook, et ils sont devenus l'acteur qu'on connaît aujourd'hui. Et Snips est un très bon exemple. Voilà, donc ils sont aussi sur les assistants, mais ils ne sont pas en face de Google parce qu'ils sont sur cette dimension qui, eux, pour le coup, est le edge et pas le cloud, qui leur confère donc, cette portabilité, cette performance et cette confidentialité également des données. Donc tout, je dirais, comme souvent, dans l'innovation. Merci. Enrico? How we can give a boost to the AI adoption. I am quite convinced that it's not a matter of technical aspect. At least for what I see, what we see in Legrand, there are a lot of technical tools available, and the point is for doing what? We have to every time we perform, we do a lot of meeting to understand for doing what. Natural language processing in the edge, in the cloud, machine learning, deep learning, computer vision, okay, but are all tools that today exist, is available, can be improved. The point is to find the right use cases to bring value to the customer. The other key points, the key points to boost the adoption of the AI, in my humble opinion, is to build up a legal framework, to try to make order, to help from our side, from an industrial point of view. We have to support, help, collaborate with the legal and political infrastructures organization in order to define a legal framework, an ethical framework, and so on. In example, it is quite important, it is really important to balance the value that the human being need to deliver to the AI algorithm with the opposite, with the value that the AI algorithm bring to ourselves. It's really important to balance, no? Which is it the number of data that all of us provided to any kind of AI algorithm is really valuable, can be compared with the value that this algorithm is going to bring to us. It's a very generic question, but in any case, also from our side, from our perspective, this question is one of the key points. No? We can push in our devices a lot of artificial intelligence algorithm, but the key question is which kind of value we are bringing to our customer.
Thank you. Merci. Jean-Luc, donc comment Vestra va survivre ou se développer dans ce monde économique d'aujourd'hui? Bon, nous, on a un business plan, on est encore une petite société. Rien qu'en France, sur le petit et moyen tertiaire, on a 1,2 million bâtiments à équiper. Et on pense pouvoir gagner 30% de l'énergie de la facture. Bon, c'est déjà pas mal. Quand je fais faire le calcul à mes étudiants, ça correspond pour ce qui concerne ce type de bâtiment aux objectifs de la COP 21. De façon plus générale, aujourd'hui, l'IT aux États-Unis, c'est 8% de l'économie, en Europe 6%, dans le monde 5%. C'est très désagréable en Europe de ne pas avoir su faire des GAFA ou des BATX, mais au fond, c'est encore marginal. La question avec l'IA, c'est que l'intelligence va vraiment débouler dans là où il y a de la matière ou de l'énergie, c'est-à-dire les 92% restants, si vous voulez. Et donc là, on a une vraie question vitale, qui est en quoi est-ce que le fait que l'IA arrive va changer ces systèmes. Avec Vestas, on essaye de faire ça pour ce qui concerne d'abord le bâtiment, localement, avec un intérêt local pour le client, et puis ensuite d'intégrer les conséquences, avec d'autres, pour ce qui représente le système énergétique lui-même. On a eu d'autres débats sur la mobilité et ce genre de choses. Je pense vraiment que c'est ça la question de fond. Lorsqu'on va avoir cette relation entre un service qui implique de la matière ou d'énergie, de l'argent et de l'intelligence qui se met entre les deux, qu'est-ce que ça change? C'est pour ça qu'on a fait aussi le hub Francia, pour faire un peu de publicité, pour réfléchir et pour conduire les actions sur ces sujets-là. Merci. Eh bien, merci à Yann d'avoir réussi à nous rejoindre à la dernière seconde. J'ai essayé de défendre Snips en ton absence. Merci. Eh bien, Thierry vous accorde 5 minutes. 5 minutes. Bonjour à tous, donc désolé pour le retard évidemment. Donc le sujet dont je peux parler et parler de Snips en parallèle, c'est celui de la souveraineté des données personnelles appliquées au sujet d'interfaces vocales, notamment vis-à-vis des géants qui ont ces technologies toutes particulières et qui proposent en fait, d'un point de vue technologique, une barrière à l'entrée conséquente. Donc quand on pense aux GAFA et aux BATX, évidemment, ils se sont dotés des compétences pour créer cette interface homme-machine de demain, c'est-à-dire l'interface vocale. Donc on utilise évidemment des technologies d'intelligence artificielle pour créer ces modèles conversationnels ou ces modèles d'interface homme-machine pour capter la parole, pour la traduire, la comprendre, le plus essentiel étant de la comprendre correctement. Et donc aujourd'hui, vous avez ces acteurs qui sont essentiellement californiens et qui sont chinois ou essentiellement non français et non européens. Snips, que vous pouvez voir sur cette slide, est un acteur précisément de ces interfaces homme-machine et qui a développé en propre des assistants qui non seulement ont des performances qui sont équivalentes à ce que l'on peut attendre d'un assistant comme Google ou Alexa, mais en plus qui le fait en embarqué. Donc Snips est un acteur récent, une start-up basée à Paris, qui s'est donné une contrainte maximale, c'est-à-dire de développer tout en local, sur l'embarqué. Ce que l'on fait aujourd'hui n'était techniquement pas possible il y a quelques années. Donc en fait, on est dans un nouveau paradigme sur l'implémentation de cette couche logicielle toute particulière qui nous permet de nous poser la question de savoir si finalement le modèle des acteurs dominants d'aujourd'hui, le modèle cloud, le modèle to cloud, est un modèle que l'on souhaite pour notre quotidien en tant que citoyen, que l'on souhaite pour nos consommateurs, pour nos marques, sachant que lorsqu'aujourd'hui, si je prends le modèle d'Alexa, lorsque j'invoque une marque à travers Alexa, eh bien j'invoque d'abord Alexa. Donc le pas qui consiste finalement à se dire que j'ai un réflexe qui fait que j'invoque Alexa, alors tôt ou tard, Alexa pourra offrir ce service en direct. Donc lorsque je suis une marque, lorsque je suis un consommateur, est-ce que je veux devenir un satellite de ces marques dominantes qui centralisent comme elles savent très bien le faire? Donc aujourd'hui, on a évidemment 2 OS mobiles, iOS, Android, et tout découle. En revanche, si on veut créer un site web en HTML, on a le choix. On peut créer un site en HTML aujourd'hui parce que l'HTML est un protocole ouvert. Lorsqu'on crée une interface vocale, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'alternatives, sachant que Alexa a vendu 100 millions d'objets communicants, des smart speakers. Google a 1 milliard de smartphones équipés d'assistants.
Le taux de pénétration en Californie, plus de 150%, 45% aux États-Unis, moins de 10% en France. C'est-à-dire qu'en France, on n'a pas encore vu cette vague s'imposer. Et il n'y a pas l'équivalent d'HTML lorsqu'on parle d'un smart speaker. Donc, la question se pose. 1, quelles sont les alternatives vis-à-vis de ces technologies? Donc, Snips est une de ces alternatives, évidemment. Et 2, est-ce que le modèle to cloud est un modèle que l'on souhaite? Est-ce que l'on est à l'aise à l'idée d'avoir un espèce de mouchard qui est dans son salon, dans sa chambre à coucher, là où finalement une technologie qui est disruptive, plus moderne, plus récente, peut-être plus complexe à implémenter, permet d'avoir un environnement communicant, mais souverain et serein. Voilà, donc c'est un petit peu les enjeux, et on voit très bien des modèles émerger comme le modèle chinois qui est parfaitement connecté, 100% connecté, 100% dans la traçabilité des comportements des individus. Donc ça, c'est un modèle qui est assumé en Chine, en tout cas. Les États-Unis, qui est un modèle beaucoup plus libéral, qui fait ce qu'il souhaite jusqu'à ce qu'il soit interdit. Et en Europe, on a un système qui est basé sur notre discernement, plus complexe, plus européen, justement. Là où, historiquement, on a plutôt tendance à attendre que le régulateur donne la tendance, donc on peut penser à RGPD, mais on est aussi un peuple plus sophistiqué qui peut-être peut embrasser un avenir d'assistant conversationnel qui est développé sur le edge computing, qui est plus en phase avec l'individu et non pas avec la centralité. Voilà. Merci, vous êtes bien rattrapé. Merci. Question ? Alors, si je me positionne dans le métier de la relation client, quels sont en tout cas les enjeux qui sont recherchés de part et d'autre, du côté entreprise et côté, on va dire, internaute. Côté internaute, l'objectif qui est recherché, c'est l'immédiateté. On est tous devenus, en partie à cause du smartphone, un peu plus intolérants à l'attente. Et donc voilà, quand c'est 10 h le soir ou que c'est au travail, on veut une réponse immédiatement. Et c'est vrai que le chatbot peut fournir cette immédiateté. On n'a pas besoin de sortir de son bureau, prendre le téléphone et d'aller appeler pour avoir une information. Je ne dis pas que le chatbot, par contre, répond à tout. Je n'aurais pas cette prétention, bien entendu. Nous, on expérimente des taux de bonne réponse de 60 à 80%. Donc, je ne suis pas sur du 99%. Donc, il y a bien sûr des cas où on ne répond pas. Mais l'idée, c'est quand même de répondre à une bonne partie du flux, et qui est souvent un flux, en fait, à vraiment des questions qui sont assez récurrentes, assez simples à répondre, qui ne demandent pas derrière des réponses très personnalisées. Ce qui permet au final aussi côté entreprise, je suis par exemple un conseiller bancaire, de passer moins de temps à répondre toute la journée à la question comment augmenter le plafond de ma carte bleue, quels sont les frais de virement à l'étranger, qui sont des questions un peu routinières, qui sont un peu du copier-coller, qui est un peu rébarbatif. Aucun humain d'aime faire des tâches routinières. Et du coup, si une partie de ces tâches peut être automatisée, on désautomatise un petit peu aussi donc, ce travail humain pour permettre, en tout cas ici dans le cadre des conseillers bancaires, de passer plus de temps sur des tâches à plus forte valeur ajoutée et au final également beaucoup plus épanouissantes. Merci de nous avoir expliqué le futur que vous nous préparez. Nous l'attendons, nous avons confiance dans votre sagesse.